Une espèce de phénomène où ces jeunes, en fait, leurs parents ont grandi dans les quartiers. Et moi, j'aurais parlé juste de cette espèce de phénomène qui aujourd'hui est minoritaire. C'est des lascars, on va dire, de quartier qui ont des enfants lascars comme eux et qui suivent leurs traces. C'est un phénomène mineur pour l'instant, mais il est en train d'être. Par exemple, juste une histoire à vous raconter. Il y a peu, on a un jeune qui a eu des histoires dans un certain quartier et qui, à un moment donné, s'en est allé dans un autre quartier et qui a eu d'autres histoires dans ce quartier. Mais il est revenu dans son quartier d'origine dans lequel il a eu des histoires. Et du coup, malheureusement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commis un vol chez un ami avec lequel il traînait souvent. Mais il se trouve que ce jeune enfin, le père de ce jeune et le père de l'autre jeune chez qui il a volé, c'est pas des amis d'enfance, c'est des ennemis d'enfance. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il a volé chez ce jeune, à un moment donné, lorsque il est revenu au quartier, comme on dit plus communément, il l'a fait avec ses amis. Voilà, il s'est retrouvé dans un parc, malheureusement, gisant dans son sang, coup de couteau, etc. Il se trouve qu'à un moment donné, les oncles de ce jeune se sont réveillés. Les anciens gars du quartier qui sont arrivés et qui, à un moment donné, sont allés voir ces jeunes qui se sont pris à leur neveu, et notamment, dans le cas du père, son fils, quoi. Et du coup, voilà, les oncles sont arrivés dans l'endroit où se trouvaient ces jeunes qui s'en étaient pris à leur neveu et leur fils. Il y en a un qui a couru, notamment celui qui s'est fait voler chez lui, et un autre qui est resté. Puis l'oncle, lorsqu'il m'en parle, il me dit, mais le jeune, lorsque je lui ai adressé la parole, il m'a dit, mais tu vas pas me faire quelque chose dans mon quartier, c'est chez moi ici. L'oncle, qui était avec ses amis, qui était un ancien gars du quartier, qui ont 30 ans aujourd'hui, il lui a dit, mais c'est nous le quartier. Du coup, il m'a dit, mais à un moment donné, ce jeune, moi je l'ai vu, pareil, enfin le jeune qui lui a dit ça, pareil, il le connaissait depuis qu'il était petit en fait. Il lui a dit, mais moi je t'ai lavé les fesses, limite, et tu me parles comme ça. Bon, du coup, il a eu une méthode d'entrepreneur du mal, comme on dit, tu vois. Une certaine. Il a dit, bon, franchement, je ne peux pas aller trop loin. J'ai dit, bon, quand même, t'aurais pas dû. Je peux pas aller trop loin, mais il est allé trop loin. Du coup, le jeune qui a couru, qui est à l'origine de ces faits de violence sur cet autre jeune, il est allé chez lui et le père a appelé l'autre père. Alors que ça fait des années qu'ils ne s'étaient pas parlé. Il s'est excusé. Il lui a dit, franchement, voilà, s'il te plaît, laissez mon fils. Et moi, je suis parti à l'étranger il y a peu, et j'ai laissé toute cette affaire comme ça, en fait, entre guillemets. Mais je sais qu'avant que je parte, l'oncle et le père se sont réunis avec d'autres anciens du quartier, de d'autres villes, pour faire une chasse à l'homme. Je dirais plus une chasse aux adolescents. Et du coup, tous ces adolescents sont mis à se cacher chez eux. Et ont découvert que il y a une histoire en fait dans le quartier. En fait, dans le quartier, c'est pas eux. En fait, le quartier, c'est pas, enfin, comment dire, entre guillemets, c'est pas vous le quartier. Il y avait des gens avant. Et là, vous les avez vus. Ils ont vu des gars arriver avec des barbes presque blanches. Ils ont dit, mais qui sont ces gens-là? C'est les anciens gars du quartier qui sont revenus pour malheureusement vous apprendre entre guillemets la vie. Même si je trouve pas que faut leur apprendre de cette manière-là. Mais tout ça pour vous dire que il y a un phénomène qui est mineur. C'est un phénomène de reproduction sociale qui a déjà été étudié, qui est là. Il y a des jeunes dont leur père et leur mère ont grandi dans les quartiers. Mais bien heureusement, la plupart de ces parents, élèvent et éduquent super bien leurs enfants. Il y a une minorité qui, à un moment donné, malheureusement, leurs enfants suivent leurs traces. Et on en est plus ou moins là aujourd'hui, mais on garde espoir. Je ne sais pas s'il y avait une question, mais je voulais réagir. Mais réagissez. Ok. Deux choses. Sur la question des trajectoires. Vous savez, généralement, quand on veut voir comment les choses ont évolué, on regarde. Je ne sais pas si je prends Malakoff, par exemple, ce quartier-là. Si on prend Malakoff, on est en 2024. Si on regarde Malakoff en 2010, si on regarde Malakoff en 2000, on regarde les statistiques. On va avoir très peu de variations. Taux de chômage qui reste à peu près le même, taux d'échec scolaire à peu près le même, taux de formation. Voilà, les indicateurs ne vont pas trop bouger. Mais est-ce que c'est une bonne méthode pour comprendre un peu comment les choses évoluent? Pourquoi ce n'est pas la meilleure méthode? Parce qu'en fait, il y a de la mobilité. Il y a des gens qui partent, il y a d'autres qui arrivent. Et les gens qui partent, généralement, ils sont en mobilité ascendante.
notamment les enfants qui ont grandi ici, une partie de diplômés ou même des travailleurs, des gens moins diplômés mais qui ont bossé, qui sont installés, ils quittent. Et surtout quand ils deviennent parents, ils ont des enfants, ils quittent pour essayer d'offrir le meilleur cadre à leurs enfants. Et puis, ils sont remplacés par des personnes qui attendent, qui sont en grande difficulté généralement, qui attendent un logement social pour pouvoir avoir une vie décente avec des moyens qui sont les leurs. Donc si vous regardez sur le long terme, vous dites, mais il n'y a rien qui bouge à Malakoff. C'est ce que vous pouvez vous dire. Malgré tous nos efforts au centre social, à la maison de quartier, malgré l'effort des associations, des clubs de sport, malgré les efforts des enseignants, finalement, on reste avec le même niveau. Vous voyez, c'est même déprimant comme constat. Mais si vous changez de méthode et que vous suivez les jeunes qui étaient là entre 2000 et 2010, si vous les suivez eux et vous demandez qu'est-ce qu'ils sont devenus, faudra aller les suivre parce qu'il y a une partie qui n'est plus là. Pourquoi je vous dis ça? On a une enquête de l'INSEE qui s'appelle Trajectoire et Origine. Et on arrive à suivre des corps, c'est-à-dire une population sur le long terme, entre plusieurs générations. Et un chiffre qui me semble important à avoir en tête. Vous savez, la période des parents immigrés, notamment d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest, si on prend ce cas-là. Quand ils sont arrivés, le taux de ces parents, des immigrés de ces pays-là qui avaient un diplôme du supérieur, le diplôme du supérieur, Bac+, il était de 5%. 5%, c'est limité. Si vous regardez la génération de leurs enfants, le taux, ma génération, le taux est monté à 33%. Si vous regardez la génération des petits-enfants, le taux, il est à 44%. La moyenne nationale, c'est 43%. C'est-à-dire, si vous prenez cet indicateur, qui est plutôt un indicateur positif, c'est une variable positive, ce n'est pas le taux de chômage, mais c'est le taux de diplômés du supérieur. Vous savez que plus vous êtes diplômé, plus vos capacités d'insertion professionnelle, malgré les discriminations, c'est meilleur. Malgré les discriminations, vos chances de mobilité sociale sont supérieures, nettement. Et donc ça veut dire quoi? C'est 44%, un point de plus que la moyenne nationale. C'est-à-dire que les parents ont taffé. C'est-à-dire que les enseignants ont taffé. Ça veut dire que les animateurs, centres sociaux, associations, ils ont taffé. Et en 2 générations, vous avez une population qu'on continue à regarder avec un regard de stagnation, qui en fait a produit une classe moyenne qui s'étend et avec un taux de pourcentage de diplômés qui a rattrapé la moyenne nationale. Donc c'est pour ça que je dis attention, même quand on regarde, quand on analyse la question des trajectoires, le temps long, oui, il y a des choses qui se maintiennent, des formes de discrimination, d'obstacles, d'échecs scolaires, tout ça se maintient parce que les structures qui font que ça arrive n'ont pas été attaquées de face, avec des moyens suffisants. Mais de l'autre côté, on a une classe moyenne minoritaire qui a grandi dans les quartiers populaires qui n'existait pas. Et qui aujourd'hui accède à des niveaux à des positions de visibilité et des positions de pouvoir. C'est pas le même game, hein. C'est pas le même game. Il faut pas mettre ça de côté. Aujourd'hui, dans le champ politique, si vous regardez dans les médias, si vous regardez médias indépendants, c'est-à-dire que ça fait partie des personnes qui disent ok, le game est fermé, on crée l'autre game. C'est plus non, il crée le game. Donc moi, il m'invite dans ses émissions. Non, mais c'est ça le truc. Non, c'est intéressant. Moi, c'est ça que je trouve intéressant de la période. On peut pas être publié chez vous, on crée nos maisons d'édition. Les victoires de la musique, vous voulez pas du hip-hop, on crée les flammes. Vos festivals littéraires, c'est qu'entre vous, on crée nos festivals littéraires. Mais ça, il se passe plein de choses. Il se passe énormément de choses. La société française, c'est une société paradoxale. Il y a plein de possibilités, il y a plein de fermetures. Et plus il y a de possibilités, plus ça se durcit. Le racisme, c'est aussi, la virulence du racisme, c'est aussi une réponse à ça, aujourd'hui. Un refus de l'égalité, un refus d'être en concurrence dans des espaces qui n'étaient pas prévus. Si vous regardez l'accusation d'entrisme, c'est de l'entrisme. C'est tout le temps les élites qui sont accusées d'entrisme. Jamais une maman qui fait le ménage ou un chauffeur... Non, mais c'est vrai, parce que lui, il a sa place, dans la place qu'il lui a assignée dans l'imaginaire. Alors que l'autre, journaliste à France Inter, l'autre, il est chercheur au CNRS, l'autre, il est machin. Non, il n'a rien à faire ici, c'est pas prévu pour lui, cet espace-là. Donc, entrepreneur, etc. Donc, il se passe énormément de choses. Donc ça, c'est une chose que je voulais quand même mettre en parenthèse. Et la deuxième chose, c'est sur ce que tu as dit. Moi, ça me frappe, en fait, ce qu'il dit. Parce que des histoires comme ça, j'en entends très souvent. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que les pères de famille, ils montent une équipe, ils vont marave les petits parce qu'ils leur ont manqué de respect. Non, mais c'est ça. Quand est-ce qu'on casse le cycle?
Quand est-ce qu'on rompt le cycle du virilisme? Quand est-ce qu'on rompt le cycle de cette violence-là? Quand est-ce qu'on rompt le cycle qui fait que les adolescents qui grandissent, ils sont obligés de grandir dans un climat d'adversité, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'apprendre à se défendre, qu'ils vont tous se prendre des coups en maître à un moment donné parce que c'est leur environnement urbain. Quand est-ce que cette espèce d'aliénation, elle s'arrête? Vraiment, je le dis tel quel, c'est pas normal ce que les enfants des quartiers vivent. Ils sont dans un tel niveau d'adversité sociale que les parents adaptent leur mode d'éducation. Et je dis les parents, je parle de moi aussi. J'ai forcé mon fils à faire de la boxe taille pendant 1 an. Il n'avait pas envie. Mais je voulais qu'il soit en capacité de riposter physiquement dans un environnement où je sais qu'il va se faire chauffer. Mais le problème, c'est pas ma démarche forcément, ou lui, c'est l'environnement qui fait que on va être testé. Et tous les adolescents dans ce pays, dans tous les quartiers, ne vivent pas ça. Le niveau d'adversité sociale, c'est ça qui fait que des mômes sortent avec des couteaux dans leur... Pourquoi est-ce que des enfants ont besoin d'avoir un couteau en allant se promener en centre-ville? Alors, il y en a certains, c'est des prédateurs. Ils veulent agresser. Ils veulent voler. Ils ont un couteau, ça leur sert à ça. C'est une démarche offensive. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a beaucoup, c'est le couteau défensif. Parce que le sentiment, c'est de vivre dans un environnement d'adversité. Mais il faut rompre ça. Il faut rompre ça. Mais même dans les maisons, il faut rompre ça. Je veux dire, il faut réussir à inverser la tendance et de faire en sorte que cette manière, cette norme d'être un garçon, c'est ça, être un homme, c'est ça, c'est d'être en capacité de riposter physiquement à un regard. Mais c'est quoi ces vies, en fait? C'est quoi ces vies? Je veux dire, et tout ça, c'est normalisé, on ne se pose même pas la question. La dernière fois, j'étais à Fleury, j'ai vu Vince à Fleury, justement, un programme sur la question des violences. Je viens présenter mon livre, et des gens à Fleury-Mérogis qui sont dans un programme de prévention des violences. Ça veut dire que s'ils ont été intégrés dedans, c'est au sein même de la maison d'arrêt. Et effectivement, ils m'ont fatigué. C'était intense comme débat, mais c'était passionnant. Et moi, le seul truc que j'ai essayé de leur faire comprendre, c'est que ce qu'ils ont traversé dans leur vie, c'est pas normal. Ils ont tellement normalisé ce niveau de violence et d'adversité qu'ils ont ce besoin de riposte. C'est pareil avec l'action des forces de l'ordre. D'avoir des forces de l'ordre qui sont en confrontation, en répression, en contrôle, en agressivité à l'égard des enfants des quartiers populaires, et en particulier les enfants noirs et arabes qui sont surcontrôlés par rapport aux autres, c'est des challenges de masculinité, ça. On appelle ça de l'ordre, la sécurité publique. Ce sont des challenges de masculinité qui ont quoi comme conséquence? Qui amènent des enfants à se dire, ok, l'État nous agresse, donc on ne peut pas compter sur l'État pour se défendre, on peut compter que sur nous-mêmes. Et la conséquence de ça, c'est de se dire, d'abord, je ne peux pas m'appuyer sur l'État, il faut que je me défende, et il faut qu'on se défende collectivement. Et ça produit de l'enfermement masculiniste, ça fait une ville qui est inhospitalière, parce qu'on ne veut pas sortir de son quartier si c'est pour se faire contrôler et humilier publiquement, donc on a tendance à rentrer davantage dans son quartier. Cette stratégie de maintien de l'ordre a des effets sur le rapport au territoire, le rapport à la mobilité. Et les deux manières. À la fois les contrôles, elles poussent à rester un peu au quartier entre soi et être en force, et les rivalités de quartier, ils ont exactement les mêmes effets. Ils ont exactement les mêmes effets, et c'est catastrophique. Et de faire comprendre que tous ces jeunes-là, ils ont le droit à une vie, un peu plus apaisée, qui n'est pas marquée par la riposte, la nécessité de riposte, de montrer qu'on est un bonhomme, etc. Mais c'est épuisant, en fait. C'est épuisant, et tout ça produit du malheur. Je veux dire, et la question, je parle de virilisme. Je ne parle pas de virilité. La virilité, c'est le rapport au corps, le rapport à la force physique. On peut être très viril, très gentil. Très viril, très respectueux. Je veux dire, on a plein de métiers qui nécessitent la virilité, etc. Et la société française, elle est très ambiguë avec cette question du virilisme. Très ambiguë. Dès que c'est les jeunes du quartier populaire qui montent les bras, c'est un drame. Par contre, notre fête nationale, c'est un défilé militaire. C'est quoi notre discours, en fait? C'est quoi le message qui est envoyé par rapport à cette question-là? Qu'est-ce qu'on... Mais aujourd'hui, ce que payent les familles des quartiers populaires, les jeunes de quartiers populaires, qu'est-ce qu'ils payent dans leur corps, qu'est-ce qu'ils subissent dans leur corps, c'est juste un prix qui est beaucoup trop élevé. Et ils méritent autre chose. Mais la première des choses à faire, c'est de se dire qu'ils ont le droit à autre chose.
Ils ont le droit de grandir une ville apaisée, des relations sociales apaisées, sans être en hyper-vigilance tout le temps sur... C'est pour ça que tout à l'heure, je le disais avec provocation, c'est quelle espèce de fragilité le fait d'être atteint dans son intimité par un regard? En fait, c'est ça. C'est cet environnement d'adversité. Et l'adversité, elle crée de la violence, elle crée du durcissement. Et c'est ce cycle-là qu'il faut réussir à penser. Et ça implique aussi une réflexion au sein des familles sur les modes d'éducation, sur les rapports, etc. C'est pas facile, hein, parce qu'on est sur des choses extrêmement ancrées. Mais au fond, tout ça produit aussi de la violence.